Merci de rester à notre compagnie. Comment rendre la lutte contre la corruption plus efficace dans les pays africains? C'est la question que nous abordons dans la deuxième partie de New World Forum avec le Togo comme illustration. Notre invité, Dr Fabrice Sebe, bonjour. Bonjour. C'est toujours un honneur de vous avoir. Vous êtes juriste, enseignant-chercheur à l'université. Et maintenant, vous êtes directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs de l'environnement, ANC Togo. Et donc nous avons, à l'occasion d'ailleurs de la journée mondiale de lutte contre la corruption qui a été célébrée cette semaine. Alors, docteur, pour commencer, est-ce que la corruption, pour l'identifier, est-ce que c'est autre chose que d'être indûment rémunéré pour un service qui aurait dû être gratuit ou dont on connaît le tarif normal? Oui, justement. En termes simples, c'est ça. Au fait, c'est le fait de trouver un gain qu'on ne mérite pas. C'est ça de manière globale, la corruption. Et ça peut être la corruption aujourd'hui d'après la Convention cadre des Nations Unies de lutte contre la corruption. Ça peut être soit un agent public ou bien un agent public international ou bien le secteur privé. Donc c'est tout le monde, n'est-ce pas, qui est concerné par le phénomène de la corruption. Oui, mais la corruption, cette gangrène, pourquoi en veut-on tant à la corruption? Justement parce que la corruption, ça a un véritable frein au développement. Et on peut illustrer cela par plusieurs exemples. Imaginez si il y a les fonds pour construire les infrastructures scolaires. Imaginez si quelqu'un à lui seul prend tous ces fonds-là et qu'on n'arrive plus à construire les infrastructures. Vous voyez tout le mal que ça aurait causé à tous les élèves qui auraient bénéficié de ces infrastructures pour s'éduquer, pour se développer, devenir des citoyens, n'est-ce pas, qui vont contribuer au développement du pays un jour. Si vous prenez encore, dans le cas même des infrastructures routières, on peut construire peut-être une route d'ici pour aller peut-être à Sokodé, et que si quelqu'un pouvait empocher tous ces fonds-là et que cette route n'est pas construite, et qu'il y a des accidents au bord de la route, etc. Vous voyez déjà les impacts très graves. Ou un douanier, au lieu de contrôler les produits... voilà, les produits périmés, contrefaits, prend de l'argent, laisse ces produits qui sont déversés sur le marché et qui causent des décès, vous voyez, des intoxications alimentaires. Et nous prenons même le secteur de l'éducation parce que il y a eu plusieurs rapports de la Banque mondiale et de Transparence internationale sur la corruption dans le secteur de l'éducation. On a vu dans des pays où les gens n'ont pas de diplôme, qui ont pris des diplômes pour travailler alors qu'ils ne le méritent pas et donc les rendements sont moindres. Ou bien vous prenez... D'autres ont les compétences, voilà, mais ils se font recaler parce qu'ils n'ont pas payé. Ou bien carrément, c'est parfois des femmes ou des hommes qui ont des diplômes d'une autre manière, au lieu de travailler, mais utilisent d'autres manières pour avoir de ces diplômes. Et après, ces gens ne sont pas compétents. On a vu des cas, des reportages où des gens sont enseignants, cherchent et enseignent au cours primaire, ils ne parlent pas français, ils parlent leur langue, parce qu'ils n'ont jamais mis pied, mais ils ont le diplôme pour enseigner. Donc, la corruption, c'est un véritable phénomène qui gangrène la société aujourd'hui et qui est un véritable obstacle au développement. Donc, ça veut dire que tout pays qui veut se développer et qui ne combat pas la corruption ne pourra jamais se développer. Mais et aujourd'hui, la corruption ne peut pas contribuer à la redistribution des biens. Celui qui bénéficie des fruits de la corruption, il peut le réinvestir, créer des emplois. Non, mais écoutez, ce que vous dites là n'est pas normal. Parce que si il bénéficie des biens qui devaient appartenir à tout le monde et il les prend, même s'il les réinvestit à son propre profit, c'est pour gagner encore des profits, des bénéfices. Et maintenant, ce n'est pas pour toucher la population qui, normalement, devait bénéficier du service qui était projeté. Donc, même si on le bénéficie, on le réinvestit, c'est grave. Normalement, ces biens devaient être saisis et puis réalloués au domaine de l'État. Donc, c'est pour dire que la corruption aujourd'hui, c'est un véritable phénomène.
et c'est même lié, c'est un problème d'état de droit. Parce que tant que quelqu'un peut prendre de ces fonds destinés aux citoyens et qui puisse le détourner à sa guise, sans être inquiété. Sans être inquiété, c'est un véritable problème d'état de droit. Et généralement, les pays où la corruption, il y a un lien direct entre état de droit et corruption. Parce que quand vous allez dans les pays nordiques, les pays où la démocratie est beaucoup élevée, le taux de corruption est faible. Les pays scandinaves, par exemple, Danemark, la Suède. Oui, c'est des pays modèles généralement qui ont des bons taux. C'est-à-dire le taux de corruption est très faible. Et les pays où la démocratie n'est pas bien enracinée, ce sont les pays où également, quand vous faites les analyses des statistiques de la Banque mondiale ou de Transparency International, ce sont dans ces pays-là que le taux de corruption est le plus élevé. Les pays africains au sud du Sahara, par exemple. À la lumière de ce que nous avons dit, on comprend pourquoi on dit parfois que la corruption tue plus que le sida, le paludisme et tout ça combiné. Oui, puisque de toute façon, la corruption, c'est lui. S'il y avait de l'argent, par exemple, imaginez, même dans le secteur de la santé, la corruption, vous voyez, supposons que vous êtes médecin. Là, on donne les médicaments pour soigner les gens. Vous les détournez pour aller dans votre cabinet privé. Ou bien que vous êtes employé par l'État. Au lieu de travailler là-bas tous les jours, vous avez un cabinet à côté, votre nom est là dans le cabinet. Les gens viennent à l'hôpital, les gens viennent du matin au soir. Vous n'êtes pas là pour soigner les gens. Vous êtes là dans votre cabinet, c'est la corruption. Et comment on peut soigner et donner le droit à la santé aux gens si la corruption gangrène là-bas? Et imaginez, pensez aussi à ce malade. Et imaginez aussi si on détourne les antirétroviraux, si on les détourne par exemple, et ça ne touche pas la population. Comment la population sera, n'est-ce pas, épanouie pour pouvoir travailler? Comment on peut lutter contre le sida? Voilà pourquoi tant que les gens peuvent détourner les fonds et les pots de vin par-ci, etc. là, sans être sérieusement inquiétés, c'est un phénomène de l'état de droit. Et là, ça compromet toutes les autres chances d'atteindre les autres objectifs de développement qui ont été fixés. Voilà pourquoi les ODD 16 ont demandé aux États, l'ODD 16, les objectifs de développement durable. Le développement durable, dans l'ODD 16, demande aux États de lutter contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. Et c'est très clair. Et il faut que les États, et même vous voyez que le Kofi Annan a dit que aujourd'hui, il est impossible à un État de se développer si l'État ne lutte pas contre la corruption. L'ancien secrétaire des Nations Unies. Essayons donc de comprendre le mécanisme de la corruption, pourquoi ça prospère. Est-ce que c'est un phénomène culturel? C'est pour ça que je voudrais vous poser la question sur la perception de la corruption d'abord. Elle est importante, plus importante même que la corruption, on va dire. Tant qu'on se dit que la corruption existe en Afrique, existera toujours, ça participe à la banalisation du phénomène. Oui, on ne peut pas dire que ça existe, que ça existera toujours, parce qu'il faut combattre ça. Vous savez, il y a certains États qui étaient corrompus, avaient des taux élevés avant, et qui, depuis 5-10 ans, la courbe se décroît. Mais il faut qu'ils prennent conscience d'abord. Voilà, il faut que les États prennent conscience que ça existe, que c'est un mal, et donc prennent des mesures pour contrecarrer, n'est-ce pas, le phénomène. Il en est ainsi du Ghana. Il y a 15 ans, le Ghana faisait partie des États les plus corrompus. Oui, et le Sénégal, l'île Maurice. Même le Nigeria. Ou le Nigeria. Aujourd'hui, oui. Contre la corruption, ça veut dire qu'on commence par... Oui, mais quand vous regardez aujourd'hui en Afrique subsaharienne, les pays où le taux de corruption est moins, c'est le Ghana, c'est le Sénégal, c'est le Cap-Vert. Et quand vous regardez ces pays aussi, bon, c'est un peu des pays où Ghana, Sénégal, c'est des modèles de démocratie. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un lien direct entre la démocratie et, n'est-ce pas, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Mais pourquoi dans la conscience populaire, la perception de la corruption continue d'être forte? On pense que la corruption fait partie intégrante de la culture africaine et ce n'est pas si grave. Nous avons toujours vécu ainsi. Et bon, c'est ça que certains disent. Non, disons que
Et même, je vais ajouter, certains pensent que les salaires sont moindres. Voilà pourquoi. Donc, il faut pour joindre les deux bouts, etc. C'est vrai que nous encourageons les États à augmenter les salaires des fonctionnaires. C'est aussi dans les mesures préventives de la lutte contre la corruption. Mais il y a certains États où, aujourd'hui aussi, qui luttent efficacement contre la corruption. Et quand vous voyez le Burkina Faso, la mentalité de la population au regard de la corruption est différente. Parce qu'on ne les appelle pas pour rien les hommes intègres. C'est vrai qu'il y a la corruption, mais ça dit que quand vous faites une carte d'identité, vous donnez 1000 francs, il ne sait pourquoi. Lui-même, il vous demande ça. Pourquoi vous me donnez ça? Si vous dites non, c'est tout juste pour vous encourager, bon, là, c'est un don. Mais ce n'est pas parce que vous lui donnez pour il va vous poser la question. Justement. Parce que, voilà, c'est une question de culture. Donc, c'est pour cela que nous devons aussi, dans les écoles, n'est-ce pas, dans les amphithéâtres, il faut avoir des modèles anticorruption. Il faut essayer, surtout dans les écoles d'administration, nationales d'administration comme l'ENA, il faut essayer d'avoir des modules pour éduquer les citoyens, pour qu'on change de mentalité. Mais quand on pousse la lutte contre la corruption trop loin, est-ce que ça ne déshumanise pas? Je pose la question parce que, je vais vous raconter cette anecdote. C'est un ancien Premier ministre du Togo qui a fait une visite au Swaziland. Il a visité un parc et à la sortie du parc, il a fait une sorte de pourboire aux vigiles donc, qui surveillaient le parc. Et il a failli provoquer un incident diplomatique parce que on ne comprenait pas pourquoi on pouvait payer pour ce service. Alors que donner de l'argent, faire un don, ça participe à l'humanisation. Vous savez, oui, je comprends ce que vous dites, mais il y a certaines organisations telles que les organisations des Nations Unies, bon, même nous, en Togo, en tant que contact national de transparence internationale, nous avons l'obligation de réglementer les questions des cadeaux. Donc, les staffs de transparence, par exemple, et tous les membres de transparence, puisque en Togo, le contact national de transparence, nous avons l'obligation d'avoir un code. Nous n'allons pas accepter tout cadeau. Vous voyez, si vous me faites un cadeau maintenant qui dépasse une valeur, je dois refuser. Et si c'est dans la valeur normale, je dois prendre ce cadeau et le présenter à tout le monde que, voilà, monsieur Tant m'a donné tel cadeau. Voilà, et peut-être si c'est un cadeau qu'on peut laisser au bureau, je le laisse au bureau. Vous voyez, c'est pour essayer d'éviter à ce que certains cadeaux puissent vous amener à accorder une faveur que l'autre ne mérite pas. Donc, à défaut de refuser les cadeaux, il faut les rendre transparents. Il faut les rendre transparents. Et c'est pour cela que certaines organisations ont, n'est-ce pas, un code qui réglemente les cadeaux. Quel cadeau on peut accepter? Quand on a ce cadeau, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut le rendre transparent. Il faut que tout le monde sache et que j'ai reçu tel cadeau pour telle chose. Ce n'est pas pour un service, mais justement pour une reconnaissance, etc. Mais il faut que cela soit clair. Mais est-ce qu'on peut régler cette question de cadeaux quand au niveau du pouvoir public, les cadeaux sont légion à la fin de l'année, vous allez les voir, les champagnes, les cartons de vin dans tous les sens, du plus petit au supérieur, les cadeaux vont dans tous les sens. Oui, mais c'est ainsi. Il faut un code. Vous savez, dans tous les États, quand vous prenez les grands États, ils ont des codes qui réglementent ça. Imaginez que on vous a choisi pour être directeur d'un département. Quand vous voulez laisser votre chose chaque jour, l'argent qui est là pour le fonctionnement du département, à la fin de chaque année, vous faites des cadeaux de 5 millions au ministre, tout ça, pour que vous puissiez rester là-bas ou bien au supérieur, tout juste pour ne pas quitter. Mais ce n'est pas le travail qu'on doit rester là. Ce n'est pas en faisant des cadeaux pour amadouer, pour avoir une bonne relation avec le ministre. Voilà pourquoi, dans les pays vraiment de grandes démocraties et dans les institutions crédibles, il y a toujours un code qui réglemente. Et je pense qu'au niveau du Togo, nous devons aussi avoir, au niveau de la fonction publique, il faut avoir un code qui réglemente ces cadeaux-là, pour que, par exemple, un directeur de l'Office togolais des phosphates ou tout ça ne vide pas les caisses pour faire les cadeaux, par exemple, voilà, à un supérieur pour pouvoir maintenir son poste.
Donc, il faut réglementer. Faut-il un cadeau simplement interdit ces formes de cadeaux? On a vu dans certains pays, le Bénin par exemple, où dernièrement, le président de la République, Patrice Talon, a fait sortir une note pour dire qu'il ne veut pas de cadeaux. Oui, dans certains pays, on les interdit. Dans d'autres, on réglemente. On se dit que vous pouvez faire cadeau, mais ça ne peut pas dépasser 200 000. Vous pouvez acheter un petit objet d'art symbolique qui coûte peut-être 150 000, 50 000 pour donner à vos supérieurs en guise de... Bon, ça, c'est acceptable. Maintenant, quand la valeur devient importante, ou peut-être, vous voyez une société d'État qui donne 5 millions de cadeaux, c'est déjà trop. Les 5 millions, là, imaginez combien de forages on peut construire avec, combien d'écoles, les livres, on peut alimenter. Donc, c'est déjà trop. La valeur peut être symbolique, comme dans les institutions des Nations Unies, dans la transparence internationale. Vous avez, quand ça dépasse $100, vous refusez. Donc, on ne peut pas donner un cadeau, un membre de Transparence internationale, on ne peut pas recevoir un cadeau qui est au-delà de $100. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est pour cadrer, lutter contre la corruption. Je pense que ça, c'est un élément important à mettre en débat au niveau du Togo pour voir comment on peut réglementer les cadeaux. Ouais. Alors, malgré tout, hein, les luttes qui sont annoncées et proclamées ici et là, en Afrique, on a l'impression que la corruption continue de gagner du terrain. Est-ce que c'est une fausse perception? Bon, oui et non. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des progrès. Quand vous prenez au Togo, vous voyez depuis 10 ans, surtout les 5 dernières années, bon, nous sommes la société civile. Et nous sommes obligés de faire des analyses transparentes. Et objectives. Il faut reconnaître que depuis 5 ans, il y a eu beaucoup de réformes. Depuis 10 ans, et les 5 dernières années au niveau du Togo, il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu le code pénal qui a intégré les dispositions pénales relatives à la lutte contre la corruption. Vous avez une loi de 2014 qui a créé la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Vous avez plusieurs autres institutions, des programmes spécifiques qui ont été mis en place. Donc, il faut dire qu'il y a des avancées. On ne peut pas dire que tout est au rouge. Bon, maintenant, notre analyse que nous faisons, c'est que la mise en œuvre de ces réformes ne sont pas encore totalement objectives. Par exemple, il y a des lois sur la transparence budgétaire, il y a la loi sur, n'est-ce pas, la transparence des marchés publics. Bon, maintenant, au niveau des marchés publics, il y a encore des marchés non transparents. Il y a encore... Ça, c'est des phénomènes des hommes. Maintenant, le cadre est là. Maintenant, ce qui manque, c'est l'application, la répression, les sanctions contre tous ces gens sur la chaîne qui ne se conforment pas. Parce que quand il y a la loi, il y a toujours des gens qui vont toujours chercher à la contourner. Maintenant, il faut qu'on ait des systèmes de contrôle, d'investigation rigoureuse, et il faut des sanctions. Et ça, il faut l'intervention rigoureuse de la justice. Je pense qu'avec la mise en place de la haute autorité, qui est maintenant effective, parce qu'ils ont un siège, ils ont une dotation budgétaire de 300 millions, qui a été allouée récemment, je pense que si la haute autorité commence par fonctionner effectivement à partir de l'année prochaine, à formuler des plaintes, à voir dans les rapports, là où il y a des détournements, à les transmettre à la justice, je pense qu'on aurait franchi un véritable pas dans la lutte contre la corruption. Oui, les choses ne vont pas vite. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on attend trop que l'exemple soit donné par le premier responsable, les autres se déresponsabilisent, entre guillemets? On ne pense pas que la lutte doit venir de chacun. On pense que c'est seulement le supérieur qui doit donner le bon exemple. Oui, disons que oui et non. Vous savez, les Nations Unies, quand vous lisez tous les documents qu'ils ont donnés, ils ont invité les gouvernements à être des exemples, des modèles pour les autres. Si vous lisez les documents de la Journée mondiale de lutte contre la corruption en 2017, ils ont dit qu'il faut que les premiers responsables prennent des engagements, des discours. Vous voyez par exemple un discours, un premier ministre qui dit « bon, la corruption, voilà, voilà ». Un président qui dit ouvertement dans les discours, ouais, ces discours-là... Oui, mais ces discours, parfois, se résument à des incantations politiques. On a vu, je vais prendre le cas du Bénin, où le président
l'ancien président Yahya Boni est allé même jusqu'à marcher plusieurs fois dans les rues de Cotonou, dénonçant la corruption, mais juste après les marches, même au cours de ces marches de protestation, on voit ce qui se passe. Oui, oui, mais au moins ces déclarations d'intention, nous, la société civile, on les utilise parfois pour dire, bon, le président a dit ceci en 2015, pour cela, nous pensons qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous savez, la lutte contre la corruption, c'est tout le monde. Je vais vous dire une chose, hein. Il y a certains actes de corruption, je ne suis pas le président, mais je sais qu'il y a des actes de corruption qui se passent sans que le président ne soit au courant. Si vous êtes un gestionnaire de projet et vous détournez 1 milliard, vous pensez que vous allez dire au président que bon, j'ai détourné 1 milliard? Vous détournez le 1 milliard, peut-être en tant que coordinateur de projet, en vous entendant avec le ministre en question, vous détournez l'argent, le chef n'est pas au courant forcément. Bon, maintenant, il faut voir que ces cas peuvent arriver. Maintenant, il faut avoir, pour lutter contre ça, voilà pourquoi dans les pays européens, on a des services sophistiqués. Pour lutter contre la corruption, il faut avoir des investigateurs, il faut avoir des instruments, il faut avoir des logiciels, et pour pouvoir les détecter et les réprimer. Je pense que c'est ce qui manque généralement dans nos États, de telle sorte que parce que pour incriminer quelqu'un, il faut qu'il y ait des preuves. Pour avoir des preuves, il faut les réunir, il faut documenter, il faut les relevés bancaires, c'est-à-dire il faut documenter, puisque c'est un acte pénal. Et quand on n'arrive pas à faire ça, ça sera très difficile. Oui, mais parfois la documentation existe, mais ce que je voudrais relever dans votre démonstration, c'est que c'est l'impunité qui nourrit en quelque sorte. L'impunité, généralement, nourrit, puisque les autres se disent, mais si celui-ci a détourné, il est là. Donc, moi aussi, je peux le faire. Et donc, l'impunité, ça nourrit, et ça fait que la corruption s'enracine. Ça s'enracine. Donc, les réglementations, c'est pour les autres. On sait qu'il y a une réglementation, mais on sait qu'on ne va pas me punir. Il faut qu'on arrive à sanctionner, à lutter contre la corruption à travers l'application effective de la loi. C'est ça qui manque dans les pays africains comme le Togo. Mais pourquoi il y a une faiblesse dans l'application de la loi? Bon, entre-temps, certains, quand vous savez, comme je l'ai dit, en Sogo, nous sommes le contact national de transparence et bientôt, ça pourrait être section nationale de transparence au niveau du Togo. Nous avons souvent des rencontres avec les hauts cadres de l'administration. Les gens vous diront non, moi je fais mon travail, je fais mon contrôle, je fais des vérifications, des audits internes, parce qu'il y a beaucoup de départements qui font les audits internes. Mes audits, je les laisse, les rapports sont là. Et on va poser la question, les rapports sont là, pourquoi maintenant après les audits, il va dire non, dans ma mission, parce que chaque institution est créée avec un mandat. Dans le mandat que j'ai, je dois faire les audits. Maintenant, mon mandat ne me dit pas que je dois aller en justice pour... voilà. Ça, c'est un autre qui doit s'en occuper. Ce tout, il est qui? C'est là. Et vous savez, les institutions de l'État travaillent avec un décret qui précise ta mission. Si ta mission dit que tu dois auditer, tu audites. Maintenant, là, le rapport. Voilà, le rapport est là. Donc, il faut que quelqu'un, une autre structure qui a pour mandat de poursuivre, s'en saisisse pour poursuivre. Et donc, c'est comme ça que l'administration fonctionne. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et je crois que l'État a aussi compris qu'il y a quelque chose qui manque. Vous savez, on est toujours en réunion. Et quand souvent on est en réunion, et eux-mêmes, ils vous disent non, nous on trouve des choses, mais nous on ne peut pas. Il faut que... Donc, l'État a mis en place la haute autorité. Justement, est-ce que la haute autorité ne peut pas... Oui, maintenant la haute autorité... apporter ses audits au niveau de la justice. La haute autorité a pour mandat, quelque part, de formuler des plaintes et de les transmettre en justice. Vous avez encore compris? Formuler des plaintes, de les transmettre en justice. Donc, ça veut dire que la haute autorité peut faire ça et transmettre en justice. Maintenant, ce n'est pas fini. C'est pour cela que nous, on va plus loin. On demande à l'État de créer l'agent judiciaire de l'État. Vous savez, l'agent judiciaire de l'État au Sénégal, c'est comme un avocat. Lui, c'est le recouvrement. Les caisses de l'État doivent être renflouées. Donc,
quand il y a une plainte, ils prennent ça, ils cherchent à ce qu'on fasse des saisies, que l'argent retourne. Donc, cette agence n'existe pas parce que nous, on voit déjà les limites de la haute autorité qui va transmettre les plaintes. Est-ce qu'après avoir transmis les plaintes, ils peuvent jouer le rôle de catalyseur, faire le suivi, etc. Surtout au niveau de la justice aussi, il paraît que tous les dossiers ne sont pas blancs là-bas. Vous savez, c'est vrai qu'hier on en discutait et les gens pensent aussi qu'au niveau de la justice, le taux de corruption serait élevé. Vous savez, le problème de la corruption, c'est la preuve. Maintenant, il y a des réformes au niveau de la justice, c'est ce que j'ai dit. Il y a des réformes qui sont en cours. L'État met beaucoup de moyens pour faire les réformes, pour que la justice soit transparente. Maintenant, il va falloir appliquer. Maintenant, vous savez, ce qui manque souvent chez nous, c'est ça, c'est l'application. Maintenant, quand il y a une loi votée, quelle est l'institution qui va veiller à son application? Quels sont les moyens qui ont été mis à la disposition de cette institution? Est-ce qu'elle a les moyens de faire des investigations à fond pour pouvoir appliquer la loi? C'est ça qui manque. Et tant qu'on n'a pas ces institutions efficaces, capables d'investigation, d'enquête sophistiquée, même utilisant les moyens, les nouvelles technologies, pour pouvoir détecter les fraudes et les sanctionner, nos lois, l'application de nos lois resteront toujours faibles. Pourquoi, selon vous, ces institutions ne sont pas mises en place? C'est parce qu'on n'a pas l'information? Oui, je pense que pour l'agent judiciaire de l'État, au niveau de la justice, ils ont l'information. Ils ont vu qu'au Sénégal, ça existe. Et actuellement, ils sont pour sa création. Nous aussi, dans chaque communiqué que nous faisons, nous invitons l'État à mettre en place cette institution. Je suis sûr que ça finira par naître. Et maintenant, quand cette institution va collaborer avec la haute autorité, si la haute autorité introduit des plaintes, cette institution va prendre maintenant le volet recouvrement. Ils vont travailler avec les avocats pour s'assurer qu'on a condamné les gens, que les fonds détournés ont été reversés au niveau de la caisse. Si c'est des saisies, des biens qu'il faut faire pour vendre, pour que l'État, cette institution va prendre ce volet-là. Parce que nous, on trouve déjà que dans le décret de la haute autorité actuellement, il y a quelque chose qui manque. Parce qu'il n'y a pas de précision sur la capacité d'aller jouer le rôle pour qu'il y ait des recouvrements. Oui. En attendant l'institution au niveau du citoyen lambda, n'avez-vous pas l'impression que, de façon générale, on ferme trop les yeux sur les faits de corruption? Il n'y a pas assez de plaintes devant la justice du citoyen lambda concernant des cas de corruption. Je crois savoir que vous avez travaillé même sur un projet où vous incitez les citoyens à porter ces faits devant la justice. Oui, c'est justement pour contribuer, pour améliorer les scores du Togo et ensuite pour éveiller la conscience de tout le monde qu'au fait, c'est tout le monde qui doit agir contre la corruption. Moi, si je veux faire ma carte d'identité, vous me demandez l'argent, je ne vais pas payer. Je vais déposer ça, je vais vous dire que selon telle loi, je ne vais pas payer. Et donc, il faut que chacun se dise que pour faire la carte d'identité, c'est gratuit, je dois payer seulement ce que je dois payer. Je ne dois pas faire un pot de vin. Pour faire un passeport, c'est comme ça. Pour faire un document administratif, c'est comme ça. Je dois l'avoir, je ne dois rien payer. Mais il y a des cas où c'est plus compliqué. Vous allez à la frontière Togo-Ghana, vous présentez vos pièces, vous ne donnez pas l'argent, vous allez rester là-bas du matin au soir. Est-ce que vous préférez donner 500 et traverser la frontière tranquillement ou vous passez toute la journée là? C'est ça, that is the question. Oui, pour le problème de frontières, c'est un problème qui me préoccupe parce que j'ai au moins vu 2 fois où un policier assis comme ça, un panier, bon, il y a 2 ans, et ceux qui partent doivent mettre. Bon, je me demande, est-ce que les autorités au plus haut niveau savent? Parce qu'un simple policier qui est là, qui a un panier où tout le monde met avant de passer, vous allez du côté ghanéen, lui aussi il a son panier, du côté togolais on a ce panier. Je me demande si les autorités, le chef sait, et s'il sait, qu'est-ce qu'il en fait? Ça, c'est vraiment des questions, des interrogations importantes. Donc, ça veut dire que nous devons s'assurer que n'importe où qu'on est chef, on doit lutter contre la corruption. C'est vrai que les salaires, parfois, c'est difficile de jongler les 2 bouts, mais ça ne doit pas être je préfère que les gens demandent à l'État d'augmenter les salaires. Vous savez, un État qui tous ces fonds-là rentrent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tous ces fonds rentrent, il faut veiller à ce que les gens soient encore toujours mieux payés.
Donc, vous mettez les taux de bonus. Par exemple, les gens qui font pour rentrer beaucoup d'argent. L'OTF fait ça. L'OTF a des systèmes de bonus aux agents qui font de bons recouvrements, tout ça. Dans chaque service de l'administration, on peut mettre en place ces systèmes de bonus pour encourager les gens. Donc, un agent de l'OTF aujourd'hui, il sait que tu lui ramènes 100 millions, il a peut-être 1% qui lui est redonné. Cela va le motiver à faire rentrer l'argent au lieu de prendre l'argent lui seul. Donc, au niveau... Quand ce qu'il peut gagner impunément dépasse son bonus, il peut faire son choix aussi. Oui, mais maintenant que ça ne sera pas impuni, qu'il y aura des gens qui seront sanctionnés parce que nous avons la haute autorité qui est là, nous aurons d'autres institutions, il y a des ONG qui vont dénoncer. Donc vous dites, nous aurons pendant ce temps-là. Oui, mais maintenant, les cas de corruption, vous savez, comme je l'ai dit, moi je suis juriste. Les cas de corruption ne sont pas des... Vous savez, il y a le principe de la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'on a publié à la presse que celui-ci a détourné que c'est vrai. Donc, tant que vous n'avez pas la preuve avec certitude, il faut toujours garder une prudence. Parce que ça peut être un chantage. Chaque jour dans la presse, on sort que celui-ci a détourné tant. Maintenant, il faut faire des investigations pour s'assurer que c'est vrai ou c'est faux. Et pour cela, tant que vous n'avez pas tout le dossier. Et au niveau de la société civile, les difficultés que nous avons, c'est l'accès à l'information. Oui, mais parfois, maintenant, il y a une loi. Ce sont des informations flagrantes. Je vous donne un cas, par exemple, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous êtes certainement au courant des comptes de la CAN de la Coupe d'Afrique. Mais ça ne restera pas impuni. Hein? Oui, on a parlé d'un gap de 600 millions. Dans ce cas précis, par exemple, que faut-il faire? Non, dans ce cas précis, mais l'année passée, il y avait eu des trous. Cette année encore, ça s'aggrave. Mais je pense qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, pourquoi... Qu'est-ce que vous appelez quelque chose? Oui, mais pourquoi l'État n'envoie pas le dossier en justice? C'est là la question. Puisque de toutes les façons, imagine dans un État quand il y a 600 millions qui sont détournés. C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'il faut parler de détourner? On a dit agent porté disparu. Oui, mais ça a été détourné. Oui, c'est un détourné. Ça disparu comment? Maintenant, il faut voir où c'est allé et il faut voir. Vous savez, ce n'est pas qui a pris. Et ce n'est pas toute l'équipe. Parce que vous pouvez être 5 ou 7 et c'est d'autres qui l'ont fait. Oui. Donc il faut maintenant voir... Ne pas identifier les personnes, ça salit le nom de tous. Oui, maintenant il faut pousser les investigations pour voir qui parmi le lot a détourné et il faut sanctionner. Et je pense que ça, on a un projet pour lutter contre l'impunité. Donc nous on prend acte de ça. Je pense que la haute autorité est au courant qu'il y a un détournement de 600 millions et je pense qu'il faut ça, au moins ça peut être un premier cas. Parler de détournement tout de suite aussi, c'est peut-être aller trop vite en besogne parce que maintenant il faut... Vous dites à parler d'un gap de 600 millions, est-ce que ça a été détourné ou non? Ou l'argent a été perdu, ça il faut que les... Perdu comment? Sur les à la banque, parce que l'argent c'est à la banque. Il faut le sortir, quelqu'un doit avoir signé le chèque pour que ça sorte. Donc si on ne revoit plus les traces. Ça veut dire que quoi chez les auditeurs? Ça veut dire que cette somme n'existe pas alors qu'il n'y a pas une activité, il n'y a pas des activités qui justifient que ça n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas des activités, il n'y a pas de rapport reçu, tout ça, pour montrer l'utilisation de ces fonds, mais ça n'existe pas. Donc c'est clair. C'est ce que ça veut dire. Alors, je voudrais qu'on parle aussi, on fasse le lien entre la corruption et la démocratie. La corruption, la maladie politique de la démocratie. Est-ce que... Oui, vous savez, je crois que Transparency International a développé beaucoup d'outils sur la corruption politique. La corruption politique, ça se manifeste par de plusieurs manières. Par exemple, vous avez dans les élections locales, un maire qui va là-bas, lui va uniquement dans les fermes avec quoi? Avec les bouteilles de sodabi, avec des billets de banque. Il arrive, votez-moi. Il donne l'argent, il donne des pots de vin, il donne du vin, des champagnes ou quoi dans les villages pour qu'il soit voté. Aucun programme. S'il gagne, il va faire quoi? Puisqu'il n'y a aucun programme. Il a corrompu les gens pour gagner. Maintenant, quand il gagne, il n'aura aucun programme de développement. Ça, c'est aussi une corruption. Ou bien, on est parlementaire... Une corruption banalisée, parce que ça existe pratiquement dans tous les pays. Oui, mais... Il me semble que c'est le Bénin qui a lancé cette tradition de l'argent en politique.
Et donc, du coup, c'est devenu normal, entre guillemets. Oui, ou bien même à l'Assemblée nationale, on peut acheter des voix dans les pays africains. Donc, quand il y a une loi, on fait des alliances, on donne peut-être une enveloppe à un député pour lui dire... Sans que ça gêne qui que ce soit. Je me rappelle, je prends toujours le cas du Bénin, où Mme Soglo avait dit publiquement avoir reçu de l'argent du président Patrice Talon pour voter contre son projet, pour voter pour son projet de révision constitutionnelle. Une grosse somme, mais ça n'a choqué personne. Oui, justement parce que on a des institutions fragiles, c'est ce que je dis. Parce que normalement... Oui, mais le Bénin est quand même cité comme pays modèle de démocratie. Oui, en matière... Mais quand ces déclarations se font publiquement et que personne n'est ému... Oui, ça montre encore que nous avons beaucoup de... Même quand vous regardez, que ce soit à l'état-major des partis au pouvoir et des partis de l'opposition, il y a toujours des actes de corruption par-ci, par-là. La corruption politique est très développée parce que ce thème n'a pas encore été beaucoup travaillé dans nos États. Et il y a certaines pratiques que les gens font sans savoir que c'est de la corruption. Ou bien, vous voyez une firme. Vous voyez une firme, il y a une loi qu'on veut voter contre une firme qui atterrit à l'Assemblée et qui a des alliances avec certains parlementaires pour qu'on enlève des dispositions qui n'arrangent pas les firmes. C'est un acte de corruption. Et ces actes de corruption... Mais qui peut poursuivre ces gens d'actes? Je donnais l'exemple de Mme Rosine Soglo, par exemple, qui a dit publiquement « J'ai reçu de l'argent pour voter pour cette révision constitutionnelle ». Mais personne n'a crié haro. C'est dit que c'est passé comme une lettre à la poste, cette déclaration. Maintenant, il faut faire des... Est-ce que le citoyen lambda peut poursuivre dans ce cas? Oui, c'est un acte de corruption. Parce que quand c'est un aveu, c'est elle qui dit qu'elle a reçu. Maintenant, que tous les autres députés en ont reçu aussi. Voilà. Maintenant, ça, c'est un acte, c'est la corruption politique. Et maintenant, ça veut dire que c'est les citoyens, la société civile qui a fait des regroupements pour intenter des actions en justice. Maintenant, il faut faire des investigations aussi. Hein? Parce que si moi, je dis par exemple, d'autres députés ont reçu, et l'autre, elle a déclaré qu'elle a reçu. Là, c'est autre chose. Maintenant, d'autres députés ont reçu, nous n'avons pas de preuves. Maintenant, pour les autres députés, il faut faire des enquêtes pour voir effectivement s'ils ont reçu. Et s'ils ont reçu, c'est la corruption politique. On doit pouvoir... Oui, mais docteur Obé, des efforts sont faits. Je reste toujours dans le cas béninois. Lors des élections, par exemple, il est interdit, la dernière élection, les gadgets ont été interdits. Et si bien que les campagnes politiques, les états-majors qui ont fabriqué même des t-shirts à l'effigie de leurs candidats, des casquettes, tout a été bloqué par les structures d'organisation des élections. Mais l'argent frais, quel moyen trouver pour bloquer l'argent frais? Le citoyen attend dans son coin. Vous savez... Là-bas, ça se donne aux vues au sud. Vous savez, si vous allez donner l'argent à un citoyen européen pour qu'il vous vote, il ne va pas prendre, il va se plaindre directement. Il ne va même pas prendre votre argent, quelle que soit sa pauvreté, il ne prendra pas et il va aller à la presse. Donc vous voulez dire que c'est le citoyen qui... C'est le citoyen lui-même qui encourage ces enjeux de choses. Vous savez, donc il faut que le citoyen soit éveillé. Éveillé comment? Quand vous n'avez pas mangé de toute la journée, quand votre revenu, oui, mais vous devez comprendre. C'est moins $1 par jour. Oui, maintenant vous devez comprendre que ce acte que vous faites, peut-être on vous donne 10 000, excusez-moi. Hein, ce 10 000 non seulement ne vous sortira pas de la pauvreté, mais il va vous enliser, puisque celui qui vient, qui vous donne l'argent, il n'aura aucun programme et votre localité, votre ville ne va pas se développer. Mais celui donc qui il faut que celui qui vient... peut tenir ce raisonnement, docteur Ebé? Pardon? Celui qui a faim, oui. Est-ce qu'il peut faire cette argumentation? Oui, ce genre de à mon avis. Parce que même si on a faim, on a un peu de morale, vous voyez, nous sommes le Togo, par exemple, le Bénin, c'est des pays où nous sommes des chrétiens et nous savons que nous avons l'Esprit Saint. Et donc, celui qui vient, les 10 000 qu'on vous donne, je suis sûr que les 10 000 ne vont jamais vous faire développer. Et donc, il faut éviter ces actes de corruption. Et quand quelqu'un vient lors des élections avec une bouteille de quoi, même les boissons alcoolisées frélatées, là, c'est ça qu'on donne dans les villages. Aux gens de CVD, on les distribue et maintenant ils vous votent.
mais ils n'ont aucun programme. Donc la lutte contre la corruption doit passer par la moralisation de la vie publique. Oui, la corruption politique, elle est là. On n'en parle jamais, mais je vous dis que ce n'est pas seulement le parti au pouvoir, les partis de l'opposition, tout ça, les pratiques. Tout le monde est imbibé dans ces genres de corruption politique. Et vous voyez, et même tant qu'on n'arrive pas à lutter contre la corruption politique, on n'aura pas aussi des lois sereines, des lois votées uniquement pour la société, ou bien ça va vicier. Vous voyez, quelqu'un qui a de l'argent qui vient distribuer aucun programme, vous le prenez à cause de ça. Il ne va pas développer le pays. Donc tout le pays est-il possible de moraliser la vie politique? On l'a vu en France, le président Macron a tenté quelque chose. On va voir les résultats, mais bon, c'est avec beaucoup de... C'est difficile, mais vous savez, il faut que la société civile aussi fasse pression sur les politiciens. Je pense que parfois dans nos pays, nous résignons et nous pensons qu'on doit laisser... Parce que les partis politiques, ils ont besoin que parfois il y a des contre-mouvements, des contre-réactions des citoyens pour les dire, écoutez, arrêtez-nous ça, ce que vous faites là, c'est la corruption, il faut aller dans le bon chemin. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Et quand ça va, il faut dire ça va. Et je pense qu'au niveau des citoyens, il y a des gens, et nous devons nous tous lutter contre la corruption. Et quand nous voyons que ce soit un parti au pouvoir, un parti d'opposition, qui a un acte de corruption de ce genre, nous avons parlé de la corruption politique, il faut se lever et dire non. Oui, c'est en cela que le thème 2007 de la journée mondiale de lutte contre la corruption est un thème très pertinent. Il dit « Tous unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Oui, c'est ça. Vous savez, il y a un lien direct entre la corruption, le développement, la paix et la sécurité. Lorsque, par exemple, les fonds ne sont pas détournés, les fonds vont à tout le monde, chacun a son droit, il y aura plus de paix, il y aura moins de soulèvements. Et parfois, dans certains, vous voyez les réseaux terroristes, parfois les terroristes, ça part des revendications. Les gens qui sont lésés, qui se regroupent maintenant et qui deviennent des opposants ou bien qui deviennent des terroristes, qui veulent casser, qui veulent détruire. Donc voilà pourquoi les Nations Unies pensent que la corruption est au centre de la paix. La corruption est au centre du développement et la corruption est au centre de la sécurité. Donc c'est pour inviter les dirigeants du monde à lutter contre la corruption, à faire de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille pour qu'on ait des sociétés développées, des sociétés stables et pour le bonheur de tous les citoyens. En clair, pour conclure notre émission, je retiens que finalement, c'est la sensibilisation qui doit être l'arme la plus efficace. Sensibiliser, convaincre, arme efficace contre la corruption. Dans les pays... Changer de mentalité. Voilà, il faut changer de mentalité. Que les citoyens deviennent beaucoup plus redevables. Si on construit un puits dans ton village, il faut que tu ailles voir. S'il y a des retards, tu écris, vous remontez l'information jusqu'à Lomé pour dire qu'il y a ceci. Donc chacun doit être éveillé. C'est la redevabilité à l'action publique, c'est le citoyen qui doit réclamer cela. Ensuite, c'est qu'il faut qu'on ait des organes de contrôle efficaces. Donc, au-delà des lois, des décrets, des institutions, il faut que ces institutions soient performantes. Il faut qu'on ait des gens capables de faire des investigations. Il faut que les institutions là aient des outils pour faire leurs actions. Et il faut que ces institutions aussi travaillent à leur âme et conscience. Parce que pour lutter contre la corruption, il faut essayer d'être autonome et de travailler en son âme et conscience. Donc voilà pourquoi nous demandons aux États, à cette journée mondiale de lutte contre la corruption, de poursuivre les réformes qui ont été déjà engagées. Ça, c'est vraiment, nous avons fait des pas, mais nous ne devons pas être satisfaits, parce que la corruption, c'est un acte de tous les jours. Poursuivre les réformes. Ensuite, doter les institutions des moyens. Vous avez par exemple la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, vous avez la haute autorité. Nous demandons aussi qu'on mette en place l'agence judiciaire de l'État. Il faut mettre en place ces institutions, il faut les doter des moyens et aussi du personnel. Parce que si vous prenez par exemple la haute autorité de lutte contre la corruption, ils sont combien? 7. Ils vont faire combien sur toute l'étendue du territoire? Maintenant, ils sont déjà nommés. Il faut des agents qui vont travailler.
Il faut, dans leur bureau, des agents, des spécialistes de suivi et évaluation, des informaticiens pointus. Juristes. Des juristes. C'est-à-dire, il faut créer des institutions crédibles pour atteindre des résultats. On ne peut pas créer des institutions qui n'ont pas de moyens, tout ça, et attendre des résultats miraculeux. Mais malgré parfois les bonnes volontés de ces personnes, ils auront toujours des limites. Et en 30 secondes, l'alternance, qu'est-ce qu'elle est à voir dans cette histoire ça peut, des gens pensent aussi que l'alternance peut régler la question de la corruption. C'est vrai ou faux? Vous savez, en tant que... J'évite toujours de rentrer dans la politique. Ce que nous on demande aux États de faire, c'est d'appliquer la loi. Vous savez? Quel que soit l'État qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut appliquer la loi que nous avons. Aujourd'hui, au niveau du Togo, appliquons les tests, appliquons la Constitution, appliquons les tests. Moi, je ne veux pas rentrer dans les débats politiques, mais je demande aux États, à tout le monde, d'appliquer les tests. Oui. Qu'est-ce que la Constitution dit? Qu'est-ce que les tests disent? Il faut appliquer. Et maintenant, tout le monde se retrouvera. Il y aura, par exemple, les manifestations qu'on organise. Il faut appliquer les tests dans l'organisation des manifestations. En ce qui concerne, par exemple, les réformes institutionnelles, qu'est-ce qui a été prévu? Maintenant, si ce qui a été prévu n'est pas bien, bon, allez au dialogue. Mais il faut que ce soit un dialogue franc. Que les gens aillent en dialogue en tant qu'opposition et parti au pouvoir pour nous sortir des solutions. Parce que ce qui est sûr, nous, on en a marre. Le citoyen a marre d'être dans les mêmes choses tous les jours et qu'on ne trouve pas des solutions. Il faut que les Togolais soient capables de trouver des solutions. Et il faut que le dialogue soit franc. Parti au pouvoir, parti opposition, il faut qu'ils aient un dialogue franc en prenant au centre le citoyen qui est la fondation de tout. Puisque qu'on soit parti au pouvoir ou parti à l'opposition, c'est le citoyen. Maintenant, quel est l'intérêt du citoyen? Et qu'est-ce que je peux faire pour que le citoyen soit heureux? Et je vais avec ça au dialogue et je trouve une solution. C'est ce que nous appelle communément intérêt supérieur de la nation. Voilà. Merci, Dr Fabrice Sebé, directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs de l'environnement, ANS Togo, pour contact local de Transparency International. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin donc de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, c'est une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt.